Eh bien, croyez-nous, bien qu'aidé par Chantal, sa fille, dans la collecte d'informations et de documentation concernant son père, il en a fallu des heures et des heures de lecture de livres et d'archives, de visionnage de vidéos, d'interrogations de témoins, qui d'ailleurs savaient peu de choses sur ce personnage secret. Sa biographie valait bien que l'on se penche quelques instants sur l'incroyable parcours de ce porte-loi pas ordinaire. Nous avons choisi aujourd'hui de le développer par le détail depuis son exode pour l'Angleterre jusqu'au terme de sa mobilisation au sein du commando Kieffer. Mais qui êtes-vous, monsieur Magnier ? Je m'appelle Adrien Magnier. En 1934, j'ai 10 ans et déjà mousse à bord d'un cordier, un petit chalutier, je navigue avec mon père. À 16 ans, pour échapper à l'envahisseur allemand, c'est l'exode. Entre-temps, avant d'atteindre l'Angleterre, je participe au sauvetage des militaires français encerclés dans la poche de Dunkerque. Puis, marin-pêcheur en Cornouailles durant 2 années, je m'inscris néanmoins dès le premier jour aux forces navales de la France libre. En 1942, à 18 ans, je m'engage dans les fusiliers marins, puis fusilier marin commando du célèbre commandant Kieffer. De 1943, j'ai alors 19 ans, jusqu'à la dissolution du bataillon en 1945. J'aurais malgré tout pris le temps d'épouser une Anglaise et de devenir père de famille. De retour en France, je reprends le métier de marin-pêcheur au port de Boulogne. J'obtiens à 26 ans le brevet de patron de pêche et je commanderai plusieurs chalutiers. Je terminerai ma carrière en qualité d'officier du port de Boulogne. Je vous laisse maintenant le soin de retracer un pan de ma vie. Voilà, c'est fini. Nous sommes le 3 octobre 1945. J'ai dans ma poche le bulletin individuel de démobilisation qui m'a été remis il y a quelques heures à la caserne Casablanca de Brest. Est-ce le fait du hasard si j'ai été libéré en même temps que Laurent Casalonga, entré au commando en même temps que moi, lui insigne de béret 201 et moi 205, ayant vaincu ensemble tous les obstacles jusqu'à ce jour. Et maintenant je suis là, seul, dans le train qui me ramène à Boulogne. Pendant ces 5 dernières années, je me suis battu pour cet instant où j'allais retrouver ma famille et la ville du Portel libérée du nazisme. Retrouver mes amis, retrouver le port de Boulogne, cette activité qui fourmille sur les quais et que j'affectionne tant. Et brusquement, les souvenirs de cette inoubliable et incroyable période m'assaillent violemment. Tout a commencé le 21 mai 1940 au matin. Dans quelques heures, les Allemands auront investi notre bien-aimée cité. Un conseil de famille a pris la décision de quitter le Nord, échappant ainsi à une occupation que l'on imagine humiliante, privative de liberté et durable. Le long de l'Épille, ont accosté 3 cordiers. Le Daniel, commandé par François Jeun, dit Balouzé, l'Albert Georges, cordier de 15 mètres, commandé par mon oncle Joseph Paillard, et l'Espérance, commandé par Louis Coublard-Paillard, un autre de mes oncles. Parmi les passagers du Daniel se trouve l'abbé Zuflac, vicaire au Portel, et son père, tous deux d'origine polonaise, et qui avaient quelques raisons de fuir. Mes parents et mes frères sommes installés, si l'on peut dire, sur l'Espérance, avec d'autres familles porteloises, les Coublard-Paillard, Wacogne, Le Perc et le syndic des gens de mer. Les 3 cordiers quittent l'Épille, cap sur Dieppe, où nous comptons accoster. Arrivé à hauteur de Dieppe, le port est consigné à la suite d'un bombardement. Nous nous dirigeons donc vers Saint-Valery-en-Caux pour 2 jours. Nous parviendrons ensuite à Port-en-Bessin, où dès notre arrivée, le cordier est réquisitionné. Motif : récupérer les militaires français encerclés par l'armée allemande dans la nasse de Dunkerque. Les familles seront logées dans un petit hôtel
pendant que l'équipage, dont je suis, remplira sa mission en effectuant, comme 700 autres bateaux privés, sous le harcèlement des escadrilles de Stuka, plusieurs allers-retours de Dunkerque à Ramsgate. L'Espérance sauvera ainsi plusieurs centaines de militaires au milieu de la déportation, au pire d'une mort au cours des combats ou des bombardements sur la plage. Une fois l'opération Little Ships of Dunkirk terminée, nous reprenons le chemin de Port-en-Bessin, direction Caen, par le canal de la mer à Caen. Mais la ville est bombardée, nous obligeant à nous replier sur Barfleur, puis nous atteindrons Guernesey, pour y mouiller durant 3 jours. Et finalement, tout le monde se retrouve à Roscoff le 23 juin. Ayant eu connaissance de l'appel du général de Gaulle du 18 juin, le patron de l'Espérance décide de rallier l'Angleterre. Tous ceux de son bord sont d'accord avec cette proposition. Hommes, femmes et enfants prennent place un par un dans le cordier en se cachant, après avoir fait courir le bruit que nous allions rentrer à Boulogne. Une fois l'équipage à bord, l'Espérance quitte le port de Roscoff le 26 juin à 10h du soir, comme si nous partions à la pêche. En pleine mer, nous sommes interceptés et escortés par 2 destroyers anglais, suivis d'un hydravion Sunderland, le plus puissant hydravion de l'époque, et d'une escadrille de chasseurs Spitfire jusqu'à Newlyn, petit port voisin de Penzance dans les Cornouailles. À notre arrivée, les tables sont dressées sur le quai, garnies de ravitaillement. Cet accueil des plus chaleureux fut la première prise de contact avec nos désormais amis anglais. Newlyn est une charmante petite ville portuaire dans la banlieue de Penzance. J'y ai repris mon métier de marin-pêcheur. C'est curieux, à Newlyn, je m'y suis senti rapidement un peu comme chez moi, au Portel. En effet, la flotte de pêche des Cornouailles y est bien sûr présente. Mais j'ai sympathisé avec les marins des quelques petits chalutiers et crabiers français, des bateaux de pêche belges, comme moi réfugié. Et puis, je ne suis pas seul. Je navigue avec mon oncle Jean-Baptiste Wacogne, à bord de l'Espérance, le chalutier familial. Mais quelle que soit la nationalité des matelots, le métier reste le même, couplé à un excellent état d'esprit professionnel et communautaire. Et puis, de temps à autre, on se retrouve autour d'un verre, à la mission des pêcheurs. Cependant, la guerre n'est jamais bien loin. En mai 41, la ville attenante de Penzance a été bombardée. Le port de Newlyn a été endommagé. Un chalutier belge y a même été coulé. Plusieurs commerces et maisons ont été détruits. Un avion ennemi a été touché par le feu de la batterie locale. Le 4 août, dans la soirée, ce sont des bombes explosives et incendiaires qui sont tombées dans le port. Ces mêmes attaques reprendront le 7 et le 15 août. En temps de guerre, la pêche a toujours été reconnue comme l'une des occupations les plus dangereuses, mais ce qui reste le plus dangereux sont les attaques mortelles par l'aviation ennemie parcourant la mer à presque hauteur des vagues, les torpillages en nombre croissant des U-boats, nos sorties devenues suicidaires dans une mer infestée de mines. Dès mon arrivée en Cornouailles, j'avais informé mon père qu'à mes yeux, le combat pour la délivrance devait se poursuivre ici, en Angleterre. Je m'engageai aussitôt à Penzance, dans les forces navales de la France libre, qui m'avaient, dans un premier temps, versé dans la marine de pêche. Maintenant, était venu le temps de mon combat pour la délivrance de mon pays. Mon père et mes frères n'en reviennent toujours pas. À la fin d'octobre 1942, un jour où nous discutions sur le port de Newlyn, sur ce que nous réserverait l'avenir, je leur lance comme un défi. De toute façon, d'entre nous, je suis celui qui remettrait le premier les pieds sur les quais de Boulogne. Moi, je vous le dis. Comment vais-je m'y prendre? Bien voilà. Il y a 2 ans, je me suis engagé aux forces navales de la France libre. À l'époque, je n'avais que 16 ans. J'ai accepté d'être versé comme matelot dans la marine de pêche.
Aujourd'hui, 2 ans ont passé, et je suis bien décidé à me battre pour retrouver la France. Je vais donc renouveler mon engagement, et cette fois, au sein des fusiliers marins. Je vous annonce donc que je pars la semaine prochaine. Et c'est ainsi que, dans les premiers jours de novembre, je débarque à la gare de Paddington, à Londres. Sans perdre un instant, je rejoins la caserne Surcouf, située dans le quartier de Clapham Common, à quelques encablures de Paddington. Surcouf est avant tout un centre redirectionnel vers des postes, par exemple, de sous-mariniers, de mitrailleurs, de combattants sur navire, d'ateliers de la marine, voire d'écoles d'officiers. Surcouf engage également des militaires de l'armée de terre, volontaires pour être reversés dans la marine. Pour ma part, je persiste dans ma volonté d'une affectation aux fusiliers marins. Au préalable, passer par la case visite médicale est indispensable. Ces étapes franchies, c'est maintenant le moment solennel de l'engagement. L'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du statut du personnel des forces françaises libres. S'engage à servir avec honneur, fidélité et discipline dans les forces navales françaises libres pour la durée de la guerre actuellement en cours. Aucune objection. Vous l'avez signé. S'ensuivent la remise de l'uniforme marin, béret, varose, pantalon, sans oublier la pièce de 5 sous, qui doit servir d'arrêt au crampon du pompon rouge. Le passage à Surcouf ne dure qu'une dizaine de jours, le temps de se rendre compte que les Bretons sont les rois et que le vin rouge garnit bien souvent le quart à volonté. Le 18 novembre 1942, je suis enfin affecté en formation fusilier marin près de Portsmouth. À Londres, fin juin 1940, le vice-amiral Muselier, commandant les forces navales françaises libres, décide de constituer une unité de fusiliers marins. Le 14 juillet, il lance un appel aux volontaires désireux de servir dans cette unité et, dès le 17 juillet, le premier bataillon de fusiliers marins prend armement. Le 1er août 1940, il est rassemblé au camp d'Aldershot, entre Londres et Portsmouth. Le 30 août, le bataillon, placé sous le commandement du lieutenant de vaisseau Detroit, comprenant 9 officiers, 4 aspirants, 18 sous-officiers et 180 hommes, embarque sur le Westerland à Liverpool et appareille pour Freetown, où il arrive le 14 septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bataillon est une unité combattante très sollicitée. Attaque de Dakar, opération du Gabon, de Syrie, de Libye et de Tunisie. C'est dans ce contexte qu'entre en scène notre déterminé porte-loi, Adrien Magnier. Le camp de Bir Hakeim, à Emsworth, près de Portsmouth, se situe en pleine campagne anglaise. 3 bâtiments sont réservés aux services généraux. Les baraquements sont construits en bois et en tôle ondulée. Plus tard, au Portel, on nommera ces constructions des demi-lunes. Mais ici, on les appelle des chalets. Il s'agit bien entendu de se moquer de l'inconfort des lieux. Je suis donc affecté aux recrues. Aux recrues, on fait ses classes. On subit le sacotage. En un mot, on accomplit son service militaire. La formation d'un fusilier marin est assez complète et physiquement dure. Courses journalières, marches forcées, instructions sur combat sans armes, etc. Dans le détail, par exemple, dans la rubrique tir, lancement de grenades, tir au revolver, au fusil 303, au Bren Gun, au Tommy Gun et au mortier 2 inch. Nos journées étaient donc bien remplies. Et le soir, c'est sorti à Portsmouth, le port le plus proche. Cette ville, à moitié détruite par les bombardements, regorge de marins de toutes nationalités, anglais bien sûr, mais aussi américains, polonais, norvégiens, belges, australiens. À chaque sortie, nous sommes à peu près certains de nous retrouver mêlés à une bagarre. Notre statut exige qu'on y aille carrément. Les culots de bouteilles de bière fournissent des armes efficaces
est toujours à portée de la main. Lorsque nous rentrons avec un œil au beurre noir ou une grosse bosse, nous pouvons nous estimer heureux. Ce n'est que demi-mal, car plus d'un a le droit à une séance de points de suture. Avant de partir quelques jours en permission, j'apprends que dans le camp, 3 visiteurs au béret vert recrutent des marins pour les intégrer dans un commando. Il s'agit du lieutenant Francis Vourge, du commando Piauget et du lieutenant Amaury. En les rencontrant, je suis absolument convaincu que mon avenir est dans cette unité, et après examen de mon passé et de mes motivations, ils acceptent que je me porte volontaire. C'est ainsi que le 24 avril 1943, j'intègre le commando Kieffer. Après l'interrogatoire approfondi des Britanniques, puis Surcouf et l'engagement de Londres, Berackheim et les classes à Portsmouth, fusilier marin, vous êtes prêt à tester vos aptitudes au combat? Si nous parlions un peu d'Aknakari, monsieur Magnier, qu'en pensez-vous? Direction centre d'Aknakari, en Écosse. On passe la journée dans le train. Nous arrivons à Speedbridge, la première gare près d'Aknakari. On met nos sacs dans le camion, et puis bon, les 8 km qu'il y a de différence, on s'est farci à pied. À 1 km du camp, on entend une magnifique musique écossaise, et on rentre au parc à danser. À leur entrée au château, ils étaient accueillis par une rangée de tombes qui signifiait « Ici, on s'entraîne à balles réelles ». Les nouveaux venus comprenaient sans peine qui était sous les croix. En fait, il ne s'agissait que de fausses sépultures. On est arrivé dans un état physique, disons, pas en très grande forme, bien qu'on était bien préparés. Et alors là, on est ressorti un mois après, on avait tous une forme extraordinaire. Dans ce camp d'entraînement, c'est pas l'entraînement d'un petit fantassin, hein. Jamais les mains dans les poches, on ne marche pas, on court tout le temps. Vous avez des parcours tout faits où vous rencontrez toutes les difficultés, aussi bien sauter un mur que monter à la corde que sauter dans un trou plein de boue, se traîner en dessous des fils de fer barbelés. Enfin, c'est quelque chose de très très éprouvant, quoi. Les hommes de Kieffer sont les premiers volontaires étrangers à pénétrer dans cette école des commandos anglais, réputée pour ses entraînements impitoyables. Les instructeurs britanniques leur mènent une vie très dure. Et on ne pouvait pas sortir du baraquement sans entendre la voix d'un moniteur anglais qui hurlait « Quick march !» Il fallait courir tout le temps. Si on sortait, il fallait courir. Ça faisait aussi partie du jeu, ça. Il fallait toujours être sous pression. Et ça devient aussi une habitude. Vous n'avez même plus envie de marcher, vous courez. Et jamais vous dire que c'est pas du gâteau. À partir du moment où vous sentez la forme arriver, c'est de moins en moins difficile. C'est difficile quand vous n'êtes pas physiquement en moyen de le faire, évidemment. Mais à 20 ans, vous savez, la forme arrive rapidement. Hein. Surtout que là, quand même, malgré tout, vous êtes tenu à un régime, si l'on peut dire, rigoureux, dans le sens que il n'était pas question d'aller le soir au bar pour prendre une pinte ou deux. Là, non, c'était... Non, on était tellement mort de fatigue qu'on pensait à une chose, c'était d'aller se coucher, et les nuits étaient courtes. Come on, you French frog. On you go. Now come on, boys. Keep your heads down. Now come on, keep your guard down. Come on, you. Ils nous obligeaient en somme à nous dépasser en permanence. C'était le but de la manœuvre, c'est ça. Si vous voulez arriver au summum, il faut vous dépasser tout le temps. Après plusieurs semaines d'entraînement intensif, commence la sélection. Pour espérer décrocher son béret vert et intégrer le commando, les recrues doivent réussir une marche éliminatoire de 12 km, un sac de 30 kg sur le dos. La marche doit se faire en moins d'1 heure. La première fois, si vous n'y arrivez pas, l'instructeur vous met en garde. La deuxième fois, c'est Return to Unit. Vous ne serez jamais béret vert. C'est terminé pour vous. Le béret vert, adieu.
Un jour enfin, pour ceux qui ont satisfait à toutes les épreuves, il est temps de recevoir le béret, signe distinctif et fierté des troupes d'élite. Un honneur qui se paye cher. Hitler, fin 1942, a ordonné d'abattre tout membre des commandos fait prisonnier. Kieffer a atteint son but. Sa compagnie va entreprendre les premiers raids sur les côtes de France. Il est devenu une figure charismatique pour tous les fusiliers marins commandos. Coiffé du prestigieux béret vert, je rejoins mon unité, redirigée le 31 mai 1943 sur Eastbourne, dans le Sussex. C'est là, à proximité des zones d'opération, que sont installées les nouvelles bases du 10 commando interallié, auquel est rattaché le commando Kieffer. Nous sommes logés chez l'habitant, à 1 ou à 2. Le 2 juin, avec le 10 commando, nous paradons devant les responsables des opérations combinées et le 14 juillet, nous défilerons à Londres devant le général Giraud. Pour ne pas rester dans l'inaction, durant 1 mois, les commandos reçoivent une formation parachutiste avec brevet à l'appui pour ceux qui réussissent. Par bonheur, j'en suis. À l'issue de ce stage, j'obtiens une permission exceptionnelle pour un événement lui aussi exceptionnel. Au fait, vous vous souvenez quand, au départ du Portel, nous avons accosté dans les Cornouailles, dans le petit port de Newlyn, à côté de Penzance. Vous vous souvenez certainement qu'à notre arrivée nous attendaient, montés sur des tréteaux, des victuailles sur des étals dressés par des généreux Anglais. Et figurez-vous que, parmi ces bienfaiteurs, se trouvait un monsieur, accompagné d'une charmante jeune fille, prénommée Edith. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, 26 août 1943, après avoir obtenu une permission exceptionnelle d'une semaine, j'épouse celle qui fut la première personne que j'ai rencontrée en mettant le pied sur le sol britannique. En plus, depuis 3 jours, je suis papa d'une petite Andrée. C'est pas formidable ça? J'ai profité au maximum de la semaine la plus merveilleuse de ma vie, car, de retour au camp, m'attendaient de nouvelles aventures. Le 31 mai au matin, je suis à la base. Je vais, dès le lendemain, reprendre ma place au sein de la troupe 1. En effet, du 1er au 11 septembre se déroule l'opération dite « Exercice Harlequin » à laquelle nous sommes intégrés. L'exercice Harlequin fait partie de l'opération Starkey qui devait culminer avec une grande feinte impliquant une force amphibie de 30 navires en face et autour de Boulogne, faisant croire aux Allemands qu'il s'agissait d'une invasion dans l'espoir d'attirer la Luftwaffe. L'opération Starkey est l'événement tragique de toute l'existence de notre commune, puisque les bombardements des 8 et 9 septembre ont causé la mort de 500 portelois, détruisant la ville à 94%. Jusqu'en début 1944, le commando Kieffer participe à de nombreux raids destinés à tester les forces ennemies ou leur donner l'illusion d'un débarquement futur sur les côtes du Pas-de-Calais. Durant ces périodes, et devant un tel déploiement de manœuvres et d'exercices, tout le monde parle d'un possible débarquement en Méditerranée et plus particulièrement en Corse. Un projet de départ du commando Kieffer a même été sérieusement envisagé. La troupe numéro 1, l'une des 2 unités de Kieffer, est désormais commandée par Guy Bourche, secondé par Jean Bazéas. La troupe va changer de cantonnement et se déplacer sur Seaford. Curieux, non? Quand on sait qu'à peine 15 km séparent les 2 villes. Sur place, on comprend mieux. Seaford, c'est d'abord les falaises. Jean Étretat, vous voyez? À nous les essais de débarquement sans relâche, puis grimper la falaise
avec riposte quasi réelle d'un ennemi aussi motivé qu'un vrai. Bref, c'est Aknakari en mieux. À ce petit jeu-là, si l'on peut dire, il y a forcément de la classe. Et ceux qui donnent le plus sont les plus vulnérables. Et ce qui devait arriver, m'arrive. Fin février 1944, lors d'un entraînement à tir réel, je suis victime d'une sérieuse blessure par éclat d'obus qui va me conduire à l'hôpital pour plusieurs mois, puis à la maison de repos pour blessés français de Beaconsfield. Le débarquement du 6 juin, je le lirai dans les journaux. Ne pas y participer, j'y pense encore. Ne pas être parmi les 177 qui seront les premiers à mettre pied sur la terre de France, c'est dommageable. Mais comme vous allez le voir, je ne vais pas en rester là. D'abord, je vais être l'un des rares à être kieffer jusqu'à la fin. Je vais faire la campagne de Normandie, celle la plus dure d'après Eisenhower de Hollande, puis l'Allemagne, et ça, vous le verrez, va s'ajouter à mon parcours déjà pas trop mal, n'est-ce pas ? Le plus dur d'une guerre comme ça, c'est pas de combattre. C'est, comme je l'ai vu à Anfréville, perdre des copains, faire un trou, les envelopper dans leur couverture, les mettre dans ce trou, et la première pétée de terre que vous mettez sur eux, ça... Quand j'y pense, ça me remueve les tripes encore. Le 6 juin 1944, la plus grande armada jamais réunie se dirige vers les côtes françaises. Venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, plus de 150 000 soldats se préparent à sauter ou à débarquer sur les plages de Normandie. Au milieu de près de 7000 navires, 2 barges se feraient un chemin. Une poignée d'hommes, à peine 177 volontaires. Seuls Français engagés dans le débarquement, partis quelques heures plus tôt, ils seront les premiers de ce secteur à poser le pied sur la terre de France. Ils composent le premier bataillon de fusiliers marins commando et s'apprêtent à rentrer dans l'histoire avec le nom de leur chef. Le 6 juin à 7h32, au moment de s'élancer pour libérer la France, chacun sait ce qu'il a placé dans la balance. Depuis les bunkers, les mitrailleuses fauchent les assaillants impuissants. Dès leur premier pas sur le sable, 4 Français perdent la vie, 10 sont grièvement blessés. Le groupe avance, il s'empare d'une pièce d'artillerie de 50 mm. Sous le feu ennemi, juché sur la tourelle du char qu'il vient de réquisitionner, Kiefer de lui-même les tire. 2 coups au but font taire les canons allemands. Dans les combats urbains qui s'ensuivent, 10 commandos donnent leur vie pour libérer Ouistreham peu avant 16 heures et rejoignent la 6e Airborne sur Pegasus Bridge, le pont qui doit permettre aux blindés de mener l'offensive. Leur objectif est atteint. En 8 heures, la guerre a pris un tournant décisif. Au début du mois d'août 1944, sous la conduite de Guy Wurch, nous sommes 32 commandos qui embarquons à Portsmouth pour la Normandie. Je suis avec 3 autres compagnons qui n'ont pu faire le débarquement du 6 juin. Pour nous 4 rescapés, le combat va reprendre à Hérouville. C'est le 16 août que le déclenchement de l'offensive d'avant est opéré. Selon les renseignements, les Allemands seraient en train d'évacuer leur position. Entièrement détruit, le village est pris presque sans tirer un coup de feu, l'ennemi ayant évacué dans la nuit. Les unités allemandes doivent faire vite, la poursuite est alors engagée. Après Bavant, nous franchissons de nuit une zone inondée, remplie de moustiques qui attaquent la peau. Comme le dit si bien Laurent Casalonga, les moustiques de la Dive sont plus terribles que les boches qui se replient. La Dive est franchie, le 18 août, à Robe-Homme. Nous sommes maintenant à 500 mètres de l'Épine. Vers 1h du matin, 2 éclairants en reviennent. L'ennemi, une centaine d'hommes, est en repos dans les tranchées. Lorsque, 1 heure plus tard, nous atteignons l'Épine, les Allemands ont quitté les lieux quand soudain une fusillade éclate. Nous nous divisons en 2 sections. À son tour, un tir de barrage prend à partie la 2e section avec laquelle je suis. La première section, dirigée par Schoss, mène alors l'attaque baïonnette au canon. Schoss enfonce sa ligne de résistance.
Au cours de l'assaut, nous dénombrons 8 blessés. Les prisonniers allemands, une centaine, sont rassemblés dans un champ, puis nous reprenons, à pied, la poursuite un temps arrêtée par les combats retardateurs. 2 jours plus tard, des camions sont mis quelque temps à notre disposition. Puis, nouveau départ. Nous dépassons Pont-l'Évêque, totalement en flammes, et la nuit du lendemain, derniers accrochages dans le bois situé entre la forêt de Saint-Gratien et de Surville. L'ennemi, hagard, perdu, se rend, sur notre route, chiffon blanc à la main. Nous reprenons notre marche en file indienne. L'ennemi est bien là, lançant de temps à autre une rafale de mitraillettes. Pour nous, la course-poursuite s'achève le 27 août, dans le village de Beuzeville. Nous sommes accueillis comme des libérateurs par la population civile et les premiers résistants de la Force française de l'intérieur, les FFI. Dans nos rangs, nous comptons 7 décès. Sur les 177 commandos français engagés le 6 juin, 40 seulement ont fait toute la campagne. Le 7 septembre, nous sommes transportés en direction d'Arromanches, en vue de notre retour en Angleterre, puis embarqués le lendemain sur un transport de troupes. Arrivés le soir même à Folkestone, nous sommes installés dans une immense propriété, le camp de Petworth. On nous octroie une permission de 15 jours. À l'heure du bilan, depuis la création du 1er bataillon fusilier marin commando, les pertes sont de 114 officiers gradés et matelots, dont 27 tués. De retour de permission, nous apprenons que le numéro 4 commando va repartir en opération très prochainement. Et c'est finalement à bord d'un LCT, Landing Craft Tank, que nous prenons la direction de la mer du Nord, avec pour objectif l'embouchure de l'Escaut pour libérer le port d'Anvers. La dernière phase de la bataille de l'Escaut est la prise de l'île de Walcheren, qui est la forteresse de l'Escaut du mur de l'Atlantique. 2 débarquements amphibies eurent lieu le 1er novembre 1944. Les troupes du premier débarquement qui se déroula à Flessingue étaient composées des bérets verts français, britanniques et néerlandais. Cette opération fut précédée d'un intense bombardement des défenses côtières allemandes et les commandos purent ainsi débarquer sans trop de problèmes. Le second débarquement, qui eut lieu à Wetzkapelle, ne fut pas aussi aisé. Monsieur Magnier, que s'est-il passé après le débarquement? Comment avez-vous fait pour reprendre Flessingue aux Allemands? L'ensemble des commandos forme le numéro 4 commando. Les Français de Kieffer sont répartis en la troupe 5, dirigée par Alexandre Loffy, et la troupe 6, à laquelle j'appartiens, emmenée par Guy Wurch. Le 4 commando a pour mission la prise de la ville de Flessingue, verrou tenu par les Allemands qui empêche l'accès au port libéré d'Anvers, position vitale pour les Alliés. 31 octobre, 20h. Depuis Brest-Quins, en Belgique, face à Flessingue, les commandos s'apprêtent à partir. Commandant Kieffer, il ne s'agit pas, comme en France, de prendre pied. Aujourd'hui, c'est un véritable raid de commando et le travail commencera après le débarquement. Il vous faudra détruire toutes les installations ennemies et au pas de course. C'est bien le même travail pour lequel vous avez été entraîné. Je compte sur vous. La troupe 6, Guy Wurch en tête, a reçu ses consignes. Les hommes doivent couper le plus vite possible tout contact entre la haute ville et la basse ville en occupant le secteur dénommé pour l'occasion Bexhill, empêchant ainsi les renforts d'accéder au port. 1er novembre, 6h30 du matin. Notre section, qui a l'émission la plus importante, doit recevoir l'appui de la troupe 4 britannique, celle constituée d'armes lourdes. Malheureusement, la CA a perdu une bonne partie de son matériel et 50% de son effectif lors du débarquement. Wurch décide de partir sans leur support. Les commandos arrivent bientôt, sans opposition notable, en vue du bureau de poste où est retranchée une partie des forces armées, refoulée par l'autre troupe française, la 5 d'Alexandre Loffy. Notre première section, sous les ordres du lieutenant Séné, donne l'assaut à la grenade et moi au mortier, dont je suis servant. Lors de cette attaque, nous faisons une 50aine de prisonniers.
Un groupe d'Allemands continue de tirer. La question est vite réglée. Un ordre bref du second maître Lanternier, quelques commandos sur le toit, des grenades balancées à bout de bras, et la résistance cède. 1er novembre, 9h du matin. Avec la troupe 6, nous reprenons notre progression. Après avoir nettoyé quelques points forts, nous nous installons dans le secteur alloué de Bexhill afin de barrer la route à d'éventuels renforts venus de la ville haute. La troupe 4, ou plutôt ce qu'il en reste, nous a rejoints et installe ses mortiers. Toute la journée, la progression de la brigade se poursuit vers l'intérieur de l'île, la résistance s'affaiblit jusqu'à la nuit, où l'ennemi semble se ressaisir. 1er novembre, 19h. 2 compagnies allemandes tentent de nous déloger de notre position. Soudain, les Allemands cessent de tirer et mettent en batterie 2 lance-flammes géants qui illuminent notre position. Un tireur d'élite monte sur le toit, se poste à une lucarne et, posément, abattent les servants des dangereux engins, les uns après les autres. Toute la nuit, les Allemands essaieront de nous griller, mais le Hempfield du tireur d'élite nous rassure quant à l'inutilité de leurs efforts. Au petit matin, nous récupérerons les fameux lance-flammes avec tout autour des cadavres et des armes diverses qui jonchent le sol. 2 novembre. Après de durs combats, nous enlevons les derniers points forts et c'est à la troupe 5 de Lofi de prendre le dernier blocos de Flessingue. Sporadiquement, les combats se poursuivent, puis, dans les jours qui suivent, le commando Kiefer prépare une nouvelle opération. 8 novembre. En 4 jours, nous avons pris le temps de nous reposer. À Dombourg, nous prenons la relève du numéro 41 Royal Marine Commando, qui a subi de lourdes pertes dans son secteur. Les escarmouches se poursuivent toute la journée. Les Allemands se rendent ou sont abattus en fuyant. Un officier nazi, dans une voiture qui avance lentement, tient un énorme drapeau blanc. Nous l'arrêtons et recevons la reddition des troupes ennemies. 9 novembre, communiqué du général Eisenhower, chef suprême des forces alliées, qui considère que les combats féroces menés par les commandos depuis une semaine, dans des conditions extrêmement dures, est une opération commune des plus audacieuses, périlleuses et des plus braves de cette guerre. Plus tard, le commando Kiefer, à l'occasion de la visite de Sa Majesté Wilhelmine, reine des Pays-Bas dans la zone libérée, sera désigné pour être la garde d'honneur de la souveraine. Après la Hollande, avec le numéro 4 commando, nous partons pour accomplir ce que, dans notre esprit, pourrait bien être notre dernière mission. Garder et surveiller un camp spécial situé en Allemagne, à Recklinghausen, où sont enfermés des nazis, internés jusqu'au jour de leur jugement pour crimes de guerre. Recklinghausen est une ville de la région de la Ruhr, en Rhénanie du Nord-Westphalie, qualifiée de grande ville de région. En mars 1945, l'offensive de l'armée américaine pour conquérir le nord de la région de la Ruhr fait s'effondrer la domination nazie dans le district de Recklinghausen. Le 1er avril, c'est la libération du régime nazi par des unités du 134e régiment d'infanterie américain. Durant ce même mois, y est créé le camp d'internement de Recklinghausen, placé sous la direction des États-Unis, puis, à partir de la mi-juillet 1945, sous l'autorité de la Grande-Bretagne. Le camp avait pour mission l'incarcération et la mise en accusation des criminels de guerre, des nationaux socialistes et des militaristes, ainsi que sur l'internement, le contrôle et la surveillance des Allemands potentiellement dangereux. La garde était assurée par des militaires du numéro 4 commando, dont, pendant quelque temps, les hommes du commando Kiefer. À l'arrivée des prisonniers allemands, ceux-ci sont envoyés au service d'interrogatoire, placés sous la surveillance du capitaine Harold Putfer et du lieutenant H. Goodman. Le camp comportait 3 sections. L'une d'elles
était destinée aux femmes, une autre aux personnes incarcérées pour des infractions mineures et la troisième aux criminels endurcis. Les 3 sections étaient remplies au maximum, totalisant 20 000 prisonniers. À titre d'exemple, sont passés par la section des nazis criminels de guerre Irma Gresseux et Joseph Kramer du camp de concentration de Bergen-Belsen, l'une responsable des gardes féminines et connue pour son extrême cruauté, l'autre commandant du camp. Dietrich Klages, haut dignitaire du parti nazi et responsable de la déportation des Juifs de Brunswick vers les camps de concentration. De plus, Klages était chef honoré du 49e régiment SS. Hugo Gruner, condamné pour crimes de guerre et pour avoir entre autres assassiné de ses propres mains 4 pilotes d'un bombardier anglais crachés dans un vignoble. Fritz Suren, commandant du camp de concentration de Ravensbrück et officier de la SS. Erich Gritzbach, officier SS, surtout connu comme le bras droit du politicien nazi Hermann Göring. La plupart de ces nazis ont été condamnés à la peine de mort et pendus. Le camp de Recklinghausen fermera le 15 avril 1948. Le 29 mai 1945, avec le numéro 4 commando, nous défilons sur les Champs-Élysées sous le commandement du colonel Dawson, patron des unités interalliées. Temps ont changé. La France salue le 4e commando qui compte dans ses rangs les survivants de cette héroïque tentative. Sous le commandement du lieutenant-colonel Dawson, Français et Anglais, tous volontaires, groupés en une même unité, ont supporté en parts égales les mêmes tâches, les mêmes périls, les mêmes souffrances. Ce jour-là, au ministère de la Marine, place de la Concorde, le commando numéro 4 et ses chefs ont été décorés par le ministre Jacquinot. Au mois de juillet, nous quittons nos camarades britanniques après une émouvante parade exécutée pour la dernière fois. Je garderai pour toujours le souvenir de cette fraternité d'armes qui a été exemplaire. Nous quittons l'Allemagne et passons quelques jours à Lille avant de repartir pour la Grande-Bretagne et regagner notre base des forces navales de la France libre près de Portsmouth. Pour satisfaire à la demande du Pacha, le commandant Kieffer, j'avais imaginé un moment faire carrière dans la marine. Finalement, le besoin de retrouver ma famille et de rejoindre le Portel, j'ai renoncé à ce projet. J'ai reçu rapidement ma permission de libérable et le document me permettant de toucher ma solde. J'ai donc, dans un premier temps, repris la route des Cornouailles avec immense joie et émotion en retrouvant ma famille. Puis, ma permission arrivant à son terme, je me suis rendu à Brest pour y être définitivement démobilisé le 3 octobre 1945. Et j'assisterai bientôt à la dissolution du commando Kieffer. Et c'est quoi la suite, monsieur Magnier? Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, vous pouvez imaginer, n'ayant pas un tempérament à jouer petit bras, que la monotonie ne s'inscrira jamais dans ma vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Un jour peut-être. Commando, mes frères, n'oublions jamais tout ce qu'on pu faire. Nos glorieux aînés, les plages de Normandie et les deltas de l'Anneau, les gemelles de l'Algérie, savent ce qu'est un commando. De Pavin, Tonio, Jaubert, Hubert, Pépel de Montfort, ces noms en coups de tonnerre résonnent au cœur des plus forts. Commando, mes frères, n'oublions jamais tout ce qu'on pu faire. Nos glorieux aînés, ceux qui sont morts à Nibelline ou sur les rochers du Zik, sont comme au jour de l'an gloire, les meilleurs de nos amis. C'est à eux que nous devons de mépriser notre peur, et nous les suivrons toujours sur les chemins de l'honneur. Commando, mes frères, n'oublions jamais tout ce qu'on pu faire. Nos
de l'eau en mer et mer, profitons du temps de paix pour mieux préparer la guerre. Et si un jour le canon résonnait à nos frontières, en chantant notre chanson, nous saurions bien le faire taire. Commando, mes frères, n'oublions jamais tout ce qu'on